Bien, mes chers collègues, par courrier en date du 17 novembre dernier, Madame la Première ministre a fait savoir à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale que, conformément aux dispositions de l'article L. 5322-1 du Code de la santé publique, il est envisagé de reconduire Madame Christelle Ratignier-Carbonel à la Direction générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM. Il résulte des lois organiques et ordinaires du 23 juillet 2010 que cette nomination fait l'objet d'un avis public des commissions des affaires sociales de chaque assemblée dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale m'a donc demandé par courrier en date du 23 novembre de lui faire connaître l'avis de notre commission. Nous sommes réunis ce matin à cette fin, dans le cadre des dispositions de l'article 29-1 de notre règlement. Cette proposition de nomination appelle donc la désignation d'un rapporteur appartenant à un groupe d'opposition ou minoritaire. En début de législature, la Commission a décidé que les référents seraient appelés à exercer le moment venu ses fonctions de rapporteur. Notre rapporteur sera donc Jérôme Gage, qui a été désigné référent pour la ANSM le 27 septembre 2022. Au préalable, je vais préciser comment notre réunion va se dérouler. Madame, notre commission a eu l'occasion de vous entendre le 2 décembre 2020, avant votre nomination à ces mêmes fonctions. Je pense donc qu'il ne sera pas nécessaire que vous nous présentiez longuement votre CV, qui a par ailleurs été diffusé hier au commissaire. En revanche, je suppose que vous souhaiterez profiter de la dizaine de minutes qui vous est impartie pour procéder à un bilan de votre action à la tête de cette agence et pour nous donner quelques orientations sur les années à venir. Ensuite, je donnerai la parole à notre rapporteur pour 10 minutes, à l'issue desquelles vous disposerez du temps nécessaire pour répondre. Après vos réponses, le rapporteur, s'il le juge nécessaire, pourra vous demander de préciser ou compléter certains points. Après cette nouvelle série de réponses éventuelles, je donnerai la parole aux orateurs de groupe et aux autres députés pour 2 minutes chacun. Nous conclurons bien sûr vos réponses à l'ensemble de ces questions. J'appelle l'attention de chacune et chacun sur le strict respect des temps de parole, car nous devrons en avoir terminé de sorte que Madame Ratignier-Carbonel puisse ensuite se présenter devant la Commission des affaires sociales du Sénat, où elle est attendue à 11 h. Une fois notre audition terminée, nous passerons au vote sur cette proposition de nomination, hors la présence de Madame Ratignier-Carbonel. Il s'agira d'un scrutin secret, pour lequel un bulletin vous sera remis par nos agents. Je rappelle que l'article 13 de l'instruction générale du Bureau dispose que les délégations du droit de vote ne peuvent avoir pour effet un scrutin secret. Le dépouillement des bulletins n'interviendra que lorsque la commission du Sénat aura elle-même procédé à son vote, sans doute aux environs de 12h30. À cette fin, j'invite 2 collègues de la majorité ou des oppositions à se faire connaître afin de se porter garant de notre vote et prêter leur concours en tant que scrutateurs pour ce dépouillement en fin de matinée. Alors, y a-t-il des candidats pour être scrutateurs? Ça ne se bouscule pas. Je vais proposer peut-être à Monsieur Gage, en tant que référent de notre commission, de bien vouloir se dévouer. Monsieur Frappé est candidat également? Ça peut être 2 personnes de l'opposition? Oui, très bien. Allez, merci beaucoup, Monsieur Gage et Monsieur Frappé. Le directeur général de l'ANSM est noté par décret pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Comme vous le savez, il s'agit de nominations régies par l'article 13 de la Constitution. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des 2 commissions. Voilà, j'espère que les règles de nos travaux de ce matin sont très claires. Madame Ratignier-Carbonel, je vous souhaite la bienvenue et vous passe la parole sans plus tarder.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. C'est un honneur pour moi que d'être reçu ce jour par votre commission à l'approche du possible renouvellement de mon mandat de directrice générale de l'ANSM pour une deuxième et une dernière période de 3 ans, comme cela est prévu par la loi. Cette procédure d'audition par le Parlement présente pour moi une valeur hautement symbolique puisqu'elle prend sa source dans la loi de 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Ces principes visent à garantir la pleine inscription de cet établissement d'expertise qui prend quotidiennement de très nombreuses décisions dans son environnement politique et social. Indispensable au bon fonctionnement démocratique, l'expertise doit pouvoir en effet être questionnée par les citoyens et leurs représentants et l'établissement capable de rendre compte de manière régulière et en tant que de besoin de son action et de sa gestion. Aussi, c'est dans un esprit de pleine responsabilité que j'aborde cette audition, à l'instar de celle en effet réalisée en décembre 2020, lorsque vous m'avez confié la mission de directrice générale que j'assure depuis 3 ans. Je me propose dans un premier temps de dresser rapidement un bilan des 3 années écoulées pour l'agence, puis de vous présenter le projet que je porte pour cette institution et ses collaboratrices et collaborateurs pour l'avenir. Mais au préalable, je souhaite très rapidement vous exposer les raisons qui m'ont conduite à solliciter le renouvellement de ce mandat et vous rappeler en quelques mots introductifs les missions et les activités de l'agence. Trois principales raisons m'ont conduite à demander le renouvellement de mon mandat. L'intérêt prononcé pour les missions de service public de l'agence dédiées aux questions de sécurité sanitaire, un attachement profond à l'agence et à ses agents que je salue pour leur très haut niveau d'expertise et la forte implication personnel au service quotidien de la sécurité de nos concitoyens et la conviction que la stabilité et la gouvernance sont nécessaires pour continuer à guider et accompagner cet établissement public à l'aune de la négociation du futur contrat d'objectifs et de performance 2024-2028. En tant que chercheur de formation en immunohématologie, avec un parcours professionnel uniquement dédié au service public, c'est en effet dans cette logique intégrée et assumée que je me trouve à nouveau devant vous aujourd'hui. Établissement public administratif créé il y a 11 ans par l'application de la loi du 29 décembre 2011, l'agence est placée sous la tutelle du ministère de la Santé et de la Prévention. Aujourd'hui, les presque 1000 collaborateurs de l'établissement public exercent des missions qui couvrent l'ensemble des produits de santé, les médicaments chimiques et biologiques, anciens comme expérimentaux, curatifs ou préventifs comme les vaccins, soit environ plus de 12 000 spécialités au total, les centaines de milliers de dispositifs médicaux qui vont des lunettes au pansement, en passant par des dispositifs implantables les plus sophistiqués, les logiciels ou les appareils de radiologie, les produits sanguins labiles, les greffes, et enfin, dans un registre un peu différent, mais qui montre bien l'ampleur du champ couvert, les plantes ou l'homéopathie. L'agence, qui s'appuie sur son expertise interne comme sur des experts externes dans un cadre déontologique strictement défini et totalement transparent, exerce de multiples missions d'autorisation, de surveillance, d'inspection et de contrôle dans ses propres laboratoires. L'agence dispose de pouvoirs de police sanitaire en propre, lui permettant, si nécessaire, de modifier, de suspendre, d'interdire des activités, des productions, des autorisations, dans un seul but, la sécurité des patients qui sont exposés aux produits de santé. Elle peut également prendre des sanctions financières à l'encontre des entreprises en cas de non-respect de la réglementation. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'actes, de décisions qui sont pris chaque année, environ 85 000. Enfin, l'agence est pleinement inscrite dans son environnement européen. S'il vous plaît. Elle participe de manière prépondérante au quotidien au fonctionnement de l'Agence européenne du médicament et à la mise en œuvre des règlements européens dans les domaines du médicament et des dispositifs médicaux. Cette dimension européenne a pris une place considérable en matière de produits de santé. Il est ici essentiel de préciser que l'activité au sein de l'Agence européenne du médicament n'est pas celle d'une structure supranationale. L'Agence européenne du médicament est une structure de coordination qui s'appuie exclusivement sur les experts nationaux des agences sanitaires nationales telles que l'ANSM et qui construisent ensemble les évaluations et décident des mesures d'autorisation et de renforcement de la surveillance. J'en viens au bilan des 3 années passées pour l'agence. Inscrite dans sa dernière année du COP, conclu avec le ministère des Solidarités et de la Santé le 23 mai 2019 pour 5 ans, l'agence s'est pleinement mobilisée autour de ces 4 axes stratégiques, fortement guidée par l'ouverture de l'agence aux parties prenantes et la transparence sur ses travaux. Comme vous le savez, l'activité de la période a été marquée par la gestion de la crise sanitaire Covid-19. Dès mars 2020, notre activité a été fortement impactée, autant sur nos missions de sécurité sanitaire que sur celles liées à l'accès à l'innovation thérapeutique.
Quelques exemples, l'accélération des procédures d'évaluation des essais cliniques pour le traitement de la Covid-19. Nous sommes aux alentours normalement d'un délai de 45 jours. Nous avons pu le diminuer à 7 jours. La mise en place d'accès précoce, plus de 18 000 autorisations qui ont permis à de très nombreux patients de pouvoir bénéficier, avec beaucoup d'avance par rapport à l'autorisation de mise sur le marché, des premiers traitements préventifs et curatifs de la Covid. Un dispositif de surveillance renforcé et continu des effets indésirables liés à l'utilisation à la fois des médicaments chez les patients traités par la Covid, mais également des vaccins, grâce aux études qui ont été menées par le réseau national des centres régionaux de pharmacovigilance, les CRPV, mais également celles de notre groupement d'intérêt scientifique, ANSM, CNAM et PIFAR. Et une information en continu des usagers, des patients, des professionnels de santé, au travers de webinaires ou de communications hebdomadaires. Et enfin, durant cette période, nous avons dû veiller et garantir la disponibilité des médicaments indispensables en réanimation pour la gestion de crise, mais aussi de tous les autres traitements pour les malades chroniques. Malgré la mobilisation très forte des équipes de l'Agence sur la gestion de la crise sanitaire, l'Agence a su garder le cap sur l'ensemble de ses autres activités durant ces 3 dernières années, avec notamment l'intégration de nouvelles réglementations. Quelques exemples, le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, la réforme de l'accès précoce, l'accès dérogatoire avant l'autorisation de mise sur le marché, avec une collaboration étroite avec la Haute Autorité de Santé. Ce sont près de 63 400 autorisations d'accès dérogatoire qui ont été octroyées en 2022 et qui ont permis à plusieurs dizaines de milliers de patients de bénéficier de traitements avant l'autorisation de mise sur le marché. Le nouveau règlement européen sur les essais cliniques, qui est entré en vigueur fin janvier 2022, avec comme évolution majeure une évaluation partagée au niveau européen. En 2022, c'est plus de 800 autorisations qui ont été octroyées et nous sommes dans le trio de tête dans le concert européen, symbole d'une recherche clinique soutenue en France. Le décret stock, en lien avec la gestion des pénuries de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, qui oblige les industriels à avoir des stocks pour ces médicaments, à peu près 6 000 sur les 12 000 spécialités, 2 mois de stock de sécurité et pour 10% d'entre elles, 4 mois de stock de sécurité. Le premier semestre de l'année 2022 a également été marqué par la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Dans le cadre de cet événement exceptionnel, l'ANSM a organisé 20 réunions de groupes de travail et de comités européens. Cela fut une mobilisation exceptionnelle, plus de 157 heures de réunion, plus de 2000 participants et plus de 115 agents de l'ANSM investis. Au total, en cette dernière année du COP actuel, un bilan qui souligne l'amélioration nette de la perception de l'ANSM par les parties prenantes grâce aux efforts d'intégration de l'ensemble des acteurs et notamment des représentants des usagers dans toutes nos instances et nos processus de construction de la décision, la multiplication de nos canaux de communication et la recherche constante d'une information adaptée, compréhensible et accessible aux différents publics concernés. Une politique volontariste et notable en matière d'innovation, outre la dynamique sur les essais cliniques, la pertinence du guichet innovation et orientation qui, depuis son entrée en vigueur il y a 3 ans, a accompagné plus de 700 porteurs de projets innovants, que ce soit sur les médicaments ou les dispositifs médicaux. L'adéquation de certaines évolutions avec la mise en place de notre centre de crise, le CASAR, et un guichet usager qui centralise toutes les demandes des usagers. Et la place de la France retrouvée au niveau européen avec la présidence ou la vice-présidence de plusieurs comités scientifiques européens assurés par des représentants de l'ANSM. Et j'ai moi-même l'honneur d'avoir été élue en juin 2022 vice-présidente du conseil d'administration de l'Agence européenne du médicament. Et une mobilisation constante de l'ANSM sur la couverture des besoins sanitaires des patients, mais je pense que nous en reparlerons notamment dans le temps des questions et des réponses. Je terminerai par le projet que je porte pour cette institution, ses collaboratrices et ses collaborateurs pour les 3 années à venir, si vous m'honorez de votre confiance renouvelée dans mes fonctions de directrice générale. En se fondant sur ce bilan extrêmement riche, grâce à la mobilisation constante et sans faille des 1000 agents que j'ai l'honneur de diriger, il est clair que des activités doivent être poursuivies et renforcées. Un investissement majeur en matière de gestion des pénuries est fortement attendu. Il faut encore développer davantage des modes de communication plus proches du patient, des professionnels de santé en sus des efforts engagés. Les objectifs ambitieux en matière d'épidémiologie des produits de santé devront être maintenus et un accès également sur la gestion des données. C'est dans ce contexte que je souhaite porter
pour les 3 prochaines années et plus largement pour le temps du futur COP 2024-2028 un projet ambitieux et il se doit de l'être pour répondre aux nombreux défis actuels et à venir. Ce projet s'organise autour de 4 axes stratégiques. Une agence garante de la sécurité des patients dans le cadre de l'utilisation des produits de santé, avec un focus sur la gestion des pénuries, l'anticipation, le renforcement du bon usage, une agence agile et accompagnant l'innovation scientifique, avec une facilitation de l'accès des patients à l'innovation, une formation de nos agents également aux ruptures technologiques, avec évidemment la notion d'intelligence artificielle, une agence à l'écoute et au service des citoyens, avec un renforcement de la transparence et l'accès aux données de la NSM, une personnalisation de l'information au public et surtout une coordination, une collaboration, un investissement dans les territoires pour créer de nouvelles collaborations avec les parties prenantes, avec les ARS et avec l'ensemble des acteurs de la santé au niveau régional. Et enfin, une agence performante et engagée avec un focus sur la qualité de vie au travail de l'ensemble de mes agents. Je conclus mes propos en soulignant l'importance de l'évolution de la NSM au cours de ces 3 dernières années, évolution déjà fortement engagée depuis 2016. Si l'opportunité m'est donnée de poursuivre mes fonctions auprès des collaborateurs de l'agence, je m'emploierai chaque instant à ce que la NSM soit et reste une agence à l'écoute de ses usagers et de leurs attentes, capable d'être agile et résolument en prise avec son temps, une agence au service de la sécurité de tous les patients qui utilisent au quotidien des produits de santé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à notre rapporteur, M. Guedj. Vous inquiétez pas. On va être vigilant. Allez-y. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, Madame la Directrice générale, chers collègues. Alors, une audition pour une nomination, une reconduction, c'est tout sauf symbolique. C'est un moment essentiel pour notre commission des affaires sociales. Et je serais tenté de dire encore plus quand il s'agit d'une reconduction, puisqu'il ne s'agit pas d'entendre uniquement le projet de celui que nous examinons, si j'ose dire, dont nous examinons la candidature, mais aussi de se porter sur le bilan de l'action qu'il a menée. Et je serais tenté de dire, vous concernant, Madame la Directrice générale, encore plus, puisque au-delà de votre nomination il y a 3 ans, en 2020, vous étiez déjà dans la direction comme directrice adjointe depuis 2016. Donc c'est cette année de vision depuis 2016 que nous avons à examiner ensemble aujourd'hui. Je me focaliserai donc pas forcément sur des questions de projet, quoique certaines y figurent aussi, mais aussi sur des éléments de bilan, d'autant que, je vais vous dire, je suis un peu frappé de ne pas les avoir du tout vus évoqués dans votre présentation liminaire. Vous nous direz pourquoi. Alors, je vais vous parler de pénurie de médicaments, vous l'avez un peu évoqué, et souveraineté pharmaceutique. Je vais vous parler immanquablement de scandales sanitaires et de rapports à l'industrie pharmaceutique. C'est de beaucoup de ces sujets dont on nous parle dans nos circonscriptions quand on accueille certains de nos administrés qui connaissent la NSM uniquement par ce biais-là. Je vais vous parler de dérèglement climatique et de décarbonation du secteur de la santé. Et enfin, de la sortie de la crise, enfin des suites de la crise et de la gestion des pandémies futures. Alors, premier point sur les questions de pénurie de médicaments et de souveraineté pharmaceutique. Il y a quelques semaines, ma collègue Valérie Rabault a eu l'occasion d'interroger le gouvernement dans l'hémicycle, et je suis sûr qu'elle le fera tout à l'heure aussi, sur le pic des pénuries de médicaments. Citant les chiffres de votre agence, elle a fait état de l'accroissement important du nombre de produits en tension, 700 en 2018 à plus de 3700 en 2022, ce qui a conduit le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, à déclarer qu'il était notamment favorable à un renforcement des compétences de police sanitaire de la NSM. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, de votre point de vue, quels sont les trous dans la raquette aujourd'hui, dans les compétences de la NSM, qui expliquent, puisque le ministre dit qu'il faut les renforcer pour lutter contre la pénurie des médicaments, ces difficultés. À la fin du mois d'octobre, Philippe Bessé, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, la FSPF, c'est dire, faisait état de tensions au niveau national et des pénuries dans de nombreuses pharmacies pour l'amoxicilline, la cortisone et flécaïnide, avec des tensions territoriales particulièrement fortes dans certaines zones rurales. J'ai bien pris connaissance du plan hivernal de votre agence, mais à l'approche de la phase des épidémies saisonnières, comment comptez-vous assurer la disponibilité de ces produits essentiels dans les officines de l'ensemble du territoire? Plus globalement, que comptez-vous mettre en œuvre pour éviter, dès les prochaines années, des situations de ce type dans lesquelles notre système de santé doit espérer une trajectoire épidémique clémente pour ne pas craindre d'être submergé? Est-ce que des modifications législatives sont-elles à mettre en œuvre?
Sur le même sujet, à l'article 33 du PLFSS 2024, un amendement de la rapporteure générale donne pouvoir à votre agence, en cas de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, de prendre toutes les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir cet approvisionnement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour vous? J'avoue qu'on n'a pas bien pris la mesure au moment des débats du PLFSS qui ont été un peu tronqués sur ce sujet. Comment interprétez-vous cette responsabilité d'un point de vue opérationnel? Et le cas échéant, comment comptez-vous mettre en œuvre les mesures qui en découlent? Alors, on a eu, au moment, on a parlé d'amoxicilline, et vous parliez récemment de fortes tensions d'approvisionnement. Ça a donné lieu à une communication de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, l'OTMED, dont la présidente a déclaré qu'elle était en colère car elle alertait depuis plusieurs mois sur ce risque, s'inquiétant d'un effet domino à venir sur d'autres substances actives. Au regard des ruptures de midazolam et de curare qu'on a pu constater durant la première phase du Covid dans les services de réanimation, pensez-vous que cette situation sur l'amoxicilline aurait pu être évitée si on avait tiré les bons enseignements de cet épisode? Est-ce que la charte sur les obligations des parties prenantes du secteur des médicaments que vous avez récemment signée s'inscrit dans ce cadre? Plus largement aujourd'hui, quelles sont les stratégies et les prévisions de la NSM en la matière, tant sur l'amoxicilline, antibiotique le plus consommé du pays, que sur les dangers d'effets de contamination de cette situation de tension sur d'autres médicaments? Et nous aimerions aussi avoir votre position sur le cas spécifique des pilules contraceptives. En effet, en mai dernier, le planning familial ainsi qu'OTMED et le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes alertaient sur la rupture de misoprostol à travers le pays, substance active utilisée dans 76% des procédures médicamenteuses. Deuxième point, vous me pardonnerez la densité, mais c'est une agence importante. Le deuxième point porte évidemment sur les questions d'industrie pharmaceutique et, disons-le, de scandale sanitaire. Et je dois vous dire, Madame la Directrice, que dans votre intervention, ne pas entendre prononcer les mots de Dépakine, Androcur, Essure, Levothyrox, autant de sujets qui ont fait qu'on parlait de la NSM dans la presse ces derniers temps. Quand vous étiez venu devant nous, l'agence était mise en examen pour blessures et homicides involontaires par négligence dans l'affaire de la Dépakine. Et c'est notre collègue Thibault Bazin qui vous questionnait sur le sujet. Depuis, votre agence a été mise en examen en 2022 pour tromperie dans l'affaire du Levothyrox. L'avocat de plus de 3000 victimes dans ce dossier, maître Christophe Leguévac, affirme à ce sujet que quand les premières plaintes sont apparues après le changement de formule, l'agence a fait le dos rond. Elle n'a pas sanctionné Merck, qui n'avait rien indiqué sur la boîte de médicaments. Elle a préféré croire l'industriel plutôt que les milliers de malades qui manifestaient leurs troubles. Cette connivence peut s'expliquer parce que des experts dits indépendants, voire des membres de l'agence, avaient été rémunérés par Merck quelques années auparavant. Et donc, ça nous intéresse quand même, vous étiez sur toutes les étapes de ce processus, de nous dire sur cette substitution forcée dont on nous parle, je vous le dis, il n'y a pas un député qui n'a pas été interpellé par une des habitantes de sa circonscription sur la substitution forcée du Levothyrox, sur laquelle vous-même avez pris des positions plutôt proactives sur ce sujet-là, de nous dire qu'est-ce que ça fait d'être à la tête d'une agence qui est mise en examen pour tromperie sur ce dossier. Votre agence a également été assignée en justice par des victimes des implants Essure, des bandelettes périnéales et de l'Androcur. En juin 2022, une association de patients victimes du produit de chimiothérapie 5FU a également assigné à la NSM, prétendant qu'elle n'aurait pas opéré de surveillance sur la toxicité du produit anticancéreux pour une période qu'elle estime à 17 ans. Plus récemment encore, en mars 2023, un collectif de patients a porté plainte contre plusieurs médecins et contre X pour blessures involontaires et tromperies aggravées dans le cadre des prescriptions systématiques de fluoroquinolone, le Tavanic ou le Monoflexet, enfin ces antibiotiques. Et le collectif a pointé l'empoisonnement de 6 millions de personnes en France dans ce qu'il appelle un scandale sanitaire dont l'ampleur est sans doute encore réellement mal connue. Vous avez aussi reçu récemment, comme nous tous, une lettre ouverte de la part de l'Alliance nationale des associations de victimes de produits de santé, la NAVIP, qui déplorait que le sort des victimes de ces dysfonctionnements semble n'intéresser aucune autorité sanitaire française. Et je vous le redis, le fait qu'il n'ait pas été tous ces interpellants du secteur de santé mentionnés dans votre propos liminaire a quelque chose d'un peu heurtant. Voilà. Je m'arrête là pour les exemples, mais le constat des chiffres des 31 centres régionaux de pharmacovigilance est le suivant. En 2018, 212 500 personnes ont été hospitalisées après avoir fait l'expérience d'effets indésirables médicamenteux, contre 144 000 en 2007, ce qui vaut à une augmentation de 47% en l'espace de 10 ans. Tout cela semble poser assez clairement
la question d'un nécessaire électrochoc pour l'ANSM. Après un premier mandat comme directrice générale qui suit 3 ans comme directrice générale adjointe, force est de constater, alors on peut voir la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide, que la multiplication des interpellations, c'est l'identification de l'ANSM comme acteur incontournable ou, au contraire, comme illustration des défaillances ou des difficultés dans sa mission. La confiance des patients et du grand public est une condition préalable à l'efficacité de votre action. Et ma question est donc la suivante. Alors que la suppression de l'AFSAPS et son remplacement par l'ANSM a été causonnée précisément par l'affaire du Mediator, et que pourtant depuis des scandales sanitaires se sont multipliés, quelles sont les actions que vous comptez mettre en œuvre pour enfin mettre un terme aux pratiques dangereuses, peut-être illégales à voir, de certains laboratoires, et quels sont les moyens dont vous aurez besoin pour y arriver? Je me rends compte que j'atteins presque le temps de mon propos, donc je serai beaucoup plus lapidaire sur les 2 autres points que je voulais évoquer, la question du dérèglement climatique et de la décarbonation du secteur de la santé, puisque votre agence assure la sécurité et les stocks des médicaments et produits de santé. Elle est donc en première ligne de la mise en œuvre d'une politique publique de santé à la hauteur des enjeux climatiques. Et donc j'aimerais connaître vos positions et celles de l'ANSM sur ce sujet. Quelle est votre feuille de route pour assurer dans les prochaines années une action d'information, de transition, de contrôle et de régulation des produits et substances actives concernés à la lumière des enjeux climatiques? Et il me reste 20 secondes. Je ne ferai que survoler la question de la gestion des futures crises pandémiques. Différentes études parues ces dernières années font état d'une augmentation du risque, notamment des zoonoses. Dans ce contexte, plusieurs responsables scientifiques français alertés au début de l'année 2023 sur le fait que la question n'est pas de savoir si, mais quand aura lieu la prochaine pandémie. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Beaucoup. Je vais donc maintenant passer la parole à Madame Ratinez-Carbonel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Toujours le cas. Monsieur Guérin, que ça. Voilà. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais essayer d'être le plus claire, précise, pour répondre aux nombreuses questions qui m'ont été adressées. Quelques éléments introductifs. Vous l'avez souligné, j'ai un long parcours à l'Agence nationale de sécurité du médicament, y compris même avant l'Agence nationale de sécurité du médicament, avec un attachement profond et donc une connaissance, en effet, assez aiguisée eu égard aux différentes fonctions que j'ai pu exercer au sein de cette institution et, je tiens à le dire, de cette belle institution. C'est en pleine responsabilité et en pleine humilité, lorsque vous dirigez l'Agence nationale de sécurité du médicament, que vous œuvrez au quotidien avec les 1000 experts que j'ai l'honneur de diriger. En effet, nous œuvrons au quotidien sur le rapport bénéfice-risque. C'est quelque chose qui est très sensible, en effet, à la fois pour les patients, à la fois pour les professionnels de santé, et qui est mouvant dans le temps. À chaque moment, on apprécie un bénéfice et un risque en fonction de la situation du patient, de l'objectif, en effet, curatif ou préventif. Et évidemment, il faut s'adapter, il faut être agile et il faut en permanence remettre, en effet, l'ouvrage sur le métier pour pouvoir être agile et s'adapter. Concernant le sujet des pénuries de médicaments, vous avez en effet rappelé un certain nombre de chiffres avec une augmentation importante, notable, du nombre de déclarations de risque de tension ou de rupture ou de risque de rupture. En effet, et comme vous le savez, grâce à votre mobilisation en tant que législateur, nous avons un dispositif législatif et réglementaire qui est nourri, puisque dès la loi de 2011, mais majoritairement à partir de la loi de 2016 sur la transformation du système de santé, a été mis en place tout un système obligeant les industriels à pouvoir déclarer le plus tôt possible des risques de tension ou des risques de rupture afin de pouvoir mettre en place les mesures qui permettent de diminuer l'impact en effet au quotidien pour les patients. Donc, cela explique en partie l'augmentation du nombre important de déclarations
Pour autant, on a en effet une augmentation des ruptures effectives, des tensions effectives. Aujourd'hui, en effet, sur 2022, nous sommes à 3700. Nous serons probablement même un petit peu plus haut sur l'année 2023. Nous avons à peu près 40% de ces déclarations qui nécessitent la mise en place de mesures effectives. Donc, soit en effet des importations ou alors des restrictions en termes quantitatifs ou qualitatifs. Et c'est dans ce cadre-là, en effet, que nous travaillons au quotidien avec les patients, avec les professionnels de santé pour essayer de trouver des solutions. A été mis en place aussi, je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, a été mis en place aussi les mesures de stock de sécurité au niveau des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Je le disais, la moitié à peu près de la pharmacopée française, à peu près 6 000 médicaments qui ont 2 mois de stock de sécurité et certains 4 mois. Pourquoi ces stocks de sécurité? C'est toujours la même philosophie, c'est pour avoir le temps. Lorsque nous avons un industriel qui nous déclare un risque de tension sur un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. S'il ne le déclare pas suffisamment tôt, il est sanctionné. Cela nous est arrivé d'avoir des déclarations d'industriels nous indiquant qu'ils étaient en rupture dans 24 ou 48 heures. Vous imaginez bien que 24-48 heures, il n'y a aucune possibilité, en effet, pour trouver des solutions. Ces stocks de sécurité permettent de donner du temps pour essayer de trouver des options, soit d'importation, soit en effet de switch, et ce qui est en effet pas simple pour les patients, mais de recours à d'autres alternatives thérapeutiques. La situation aujourd'hui, en effet, sur la partie pénurie est une situation qui est certes française, mais aussi européenne, et vous l'avez vu, vous avez dû voir en effet, hier a été publiée une liste de médicaments indispensables au niveau européen, puisque la maille européenne va permettre plus facilement, en effet, il y a déjà un mécanisme de mutualisation. Lorsque nous avons des tensions en France, nous faisons appel à nos homologues européens pour voir s'ils ont évidemment des quantités disponibles. Et de la même façon, lorsqu'il y a des situations qui sont en effet compliquées chez nos homologues étrangers. Donc ça, c'est un premier point. Sur le sujet de l'amoxicilline, j'aimerais faire quelques minutes un petit peu plus longues sur ce sujet. En effet, vous vous rappelez, évidemment, on s'en rappelle toutes et tous, l'année dernière, une situation extrêmement compliquée sur les médicaments utilisés pendant les pathologies hivernales, à la fois les antibiotiques, mais également le paracétamol, notamment avec un focus sur la partie pédiatrie, également les corticoïdes et aussi fluticasone. Ce sont des médicaments qui sont utilisés dans les pathologies respiratoires et notamment l'asthme. La situation l'an dernier était particulière. Nous avions, et cela a été vu aussi dans l'Europe, mais aussi sur le continent nord-américain, une triple épidémie extrêmement précoce, vous vous rappelez, à la fois bronchiolite, Covid et grippe, qui a engendré des augmentations en effet de consommation extrêmement importantes, notamment sur le sujet de l'amoxicilline, avec un délai, un retard en effet de mobilisation de la production par les industriels à l'aune des consommations diminuées qu'il y a eu en 2020 et 2021, puisqu'en effet, il y avait eu des confinements, des mesures barrières, donc une diminution de la consommation d'amoxicilline d'environ 30%, et de ce fait, une reprise de la production décalée et qui a engendré un vrai déficit et de vraies pénuries d'amoxicilline au niveau des industriels, et donc de ce fait, au niveau des professionnels de santé et évidemment des patients. La situation cette année est une situation, je dirais, différente sur les causes racines. Aujourd'hui, pour autant pour le patient a toujours énormément de mal, on le voit, à trouver de l'amoxicilline dans son officine, notamment de proximité. Mais les causes racines sont différentes. Aujourd'hui, les stocks existent chez les industriels. On a une difficulté majeure de répartition de la distribution et sur l'ensemble du territoire national. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, nous avons notamment mis en place le plan hivernal qui permet de suivre l'entièreté de l'approvisionnement à chaque étape, à la fois au niveau des industriels, mais aussi au niveau des grossistes répartiteurs. Vous savez, ce sont des agences de répartition qui vont approvisionner l'ensemble des 20 000 officines et au niveau des officines. Et ce que nous voyons, en effet, au quotidien, c'est une répartition extrêmement hétérogène, avec des sites où il y a
et notamment dans les officines où il y a de l'amoxicilline et en quantité, et dans d'autres officines où il n'y a pas, en effet, l'accès à ces molécules qui sont évidemment indispensables. C'est le sens de la mobilisation de la charte d'engagement avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament, les industriels, les dépositaires, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens, pour qu'il puisse y avoir un accès équitable en tout point du territoire, avec un approvisionnement majeur des grossistes répartiteurs qui ont des obligations de service public et qui se doivent d'approvisionner chaque officine sur le territoire, quelle que soit sa taille, quels que soient ses besoins et quelle que soit sa file active de patients. Et c'est réellement dans ce cadre-là, avec la mobilisation des grossistes répartiteurs, que nous devrions, avec la responsabilité de chacun des acteurs privés, évidemment, industriels, grossistes et pharmaciens, pour réussir à nouveau à ce que chaque patient puisse avoir accès de manière normale, régulière et nominale à ces traitements, notamment l'amoxicilline. Sur la partie paracétamol, aujourd'hui, la situation est apaisée, y compris en termes de disponibilité dans les officines, aussi bien aussi chez les grossistes répartiteurs et également au niveau industriel. Donc le sujet des pénuries est un sujet qui est très protéiforme. On a des produits en effet qui sont en déficit au niveau de la production au niveau industriel. Vous indiquiez en effet l'exemple de flécaïne où il y a eu en effet un défaut qualité sur la fabrication donc, de certains lots qui entraîne de ce fait évidemment une moindre production et un déficit de disponibilité. Dans ce cadre-là, est mobilisé ce que l'on appelle des préparations magistrales, donc par les pharmaciens d'officine qui permettent en effet de pouvoir engendrer et de pouvoir accéder à ces médicaments, à ces remplacements en effet pour les patients. Donc ça, c'est en effet un premier type de pénurie. On l'a aussi sur d'autres produits, sur des anticancéreux, notamment des anticancéreux de première génération, notamment qui ont été génériqués. Et puis nous avons le sujet là sur l'amoxicilline notamment de distribution où les stocks existent et donc l'objectif est de pouvoir en effet, avec la mobilisation de chacun des acteurs, revenir à un circuit de distribution qui soit nominal. Sur le sujet, vous avez posé la question concernant le renforcement des mesures de police sanitaire de l'ANSM. Pour être clair, en effet, et c'est dans le cadre notamment de l'article 33, aujourd'hui, dans le cadre du circuit de distribution, il y a deux façons pour les industriels de mettre à disposition des médicaments. Soit via les ventes directes, c'est-à-dire que l'industriel va approvisionner directement une officine, ou alors via les grossistes répartiteurs, le système dont je vous parlais précédemment, qui permet de pouvoir accéder à l'ensemble du maillage territorial des officines. Et en général, sur les médicaments notamment dont le brevet est tombé, les médicaments génériques, on a 80% de ventes via les grossistes répartiteurs et 20% via les industriels en vente directe. Aujourd'hui, dans la situation amoxicilline, on a une dérégulation, on est plutôt sur un rapport inversé. Et donc l'objectif, et c'est ce qui a été demandé aussi par le ministre, c'est de revenir en effet à cette distribution équilibrée, donc qui est majoritairement par les grossistes répartiteurs. Aujourd'hui, lorsque je fais cette demande aux industriels, c'est une recommandation. C'est uniquement sur le bon vouloir des industriels. Ce n'est pas quelque chose qui est contraignant. L'article 33 permet à l'ANSM de prendre une mesure de police sanitaire, d'imposer donc aux industriels de respecter la recommandation que j'ai déjà en effet effectuée à l'automne 2023 pour en effet avoir cette régulation la plus équitable possible. Donc c'est un élément en effet supplémentaire qui permet d'avoir cette assise législative et donc ce caractère opposable des mesures, des recommandations que l'agence porte à l'encontre de l'ensemble, à l'endroit de l'ensemble en effet des acteurs. Sur le sujet des pilules abortives, notamment sur la partie misoprostol, donc en effet, et vous pouvez voir l'ensemble de ces éléments sur notre site internet, puisque dans le cadre de la transparence qui a été évidemment mobilisée post-loi 2011, donc dite loi Mediator, où l'ensemble de nos éléments, l'ensemble de nos informations sont évidemment transparentes sur notre site Internet, avec l'ensemble des échanges que nous avons avec les acteurs, avec les parties prenantes. Comme je le disais dans mes propos liminaires, les patients, les représentants d'usagers, les représentants de professionnels de santé sont dans l'ensemble de nos instances de gouvernance,
Conseil d'administration, conseil scientifique, comité scientifique, échange au quotidien. Tout ce qui sort de l'ANSM en termes de recommandations, de messages à destination des patients ou des professionnels de santé passe à l'aune des parties prenantes. Rien ne sort sans échange et sans co-construction avec les parties prenantes. Depuis la loi de 2011, et vous le savez en effet, les industriels sont évidemment, ne sont dans aucune des instances de l'ANSM. Nous avons un comité d'interface avec les industriels du médicament, des dispositifs médicaux, dans le cadre d'une transparence et d'une déontologie totale, avec des ordres du jour, des comptes rendus qui sont sur notre site internet. Sur le sujet, en effet, donc, du misoprostol, a été mobilisé en effet un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations sur donc, des tensions qui étaient aux alentours de 10% au global, et avec le recours à des alternatives qui a permis de garantir l'entièreté en effet des activités d'interruption, que ce soit au niveau hospitalier ou au niveau libéral, avec la mobilisation de stocks hospitaliers au niveau notamment libéral et au niveau des officines. Donc voilà concernant globalement, je pense, l'ensemble des questions relatives aux pénuries. Sur le sujet des scandales sanitaires, comme vous l'avez mentionné, par définition, comme je le disais, lorsque nous travaillons à l'ANSM, et donc les 1000 experts qui travaillent à l'ANSM sont en continu, évidemment, sur l'évaluation du bénéfice et des risques. Vous l'avez mentionné, en effet, sur l'ensemble des spécialités, que ce soit la dépakine, que ce soit Essure, Androcure ou Levothyrox. Quelques instants, je voudrais, si vous le permettez, quelques instants sur Androcure. En effet, l'acétate de cyprothérone. Et pour rappeler, en effet, la genèse de ce sujet. En effet, ce sont des molécules, et c'est plutôt même maintenant une classe thérapeutique, puisque nous avons mobilisé d'autres études sur le sujet, et avec un risque de méningiome, en effet, dans le cadre de l'utilisation de ces molécules. Il est important de souligner que le sujet des risques de méningiome a été soulevé par la France, a été soulevé en effet par l'agence il y a un certain nombre d'années, notamment dans le cadre des déclarations de pharmacovigilance. Vous le savez, nous avons un réseau de vigilance extrêmement performant, unique en Europe, voire au monde, avec un maillage territorial, avec 31 CRPV, centres régionaux de pharmacovigilance, qui sont au sein des centres, notamment des centres hospitaliers. Donc a émergé en effet des déclarations avec des méningiomes chez des patientes qui étaient sous cette molécule. Évidemment, une analyse approfondie en termes de pharmacovigilance, avec un certain nombre de cas, mais qui peinait en effet à pouvoir illustrer, objectiver la réalité des faits, et notamment ce qu'on appelle la taille de l'effet, donc l'importance de ces effets indésirables. C'est dans ce cadre-là que nous avons mobilisé, grâce au groupement d'intérêt scientifique EPIPHAR, une étude de pharmacoépidémiologie sur la base en effet du SNDS, donc du Système national des données de santé, la base de l'assurance maladie, qui a permis de confirmer ce risque, l'ampleur de ce risque qui était en effet manifeste, et de prendre avec l'ensemble des acteurs au niveau national, les professionnels de santé, les patients, les mesures de réduction du risque, avec une réduction drastique des indications. En effet, il y avait des indications dans l'AMM, avec une restriction des indications, aussi des usages hors AMM, donc avec une recommandation de restriction de ces usages hors AMM, et également des conduites à tenir, des IRM, notamment à mobiliser avant la mise sous traitement des patientes. Nous avons suivi évidemment l'effet de ces mesures, et grâce à nouveau à la pharmacoépidémiologie, et nous avons pu mettre en évidence en effet que nous avons une réduction drastique de l'utilisation de ces spécialités, plus de 90%, une adhésion réelle à la mise en place des IRM avant la mise sous traitement. Et donc c'est bien ce que j'indiquais en effet tout à l'heure, cette agilité en effet, c'est-à-dire que nous avons des données au moment de l'AMM, nous avons au travers des essais cliniques au moment de l'AMM, nous avons ensuite des données sur le suivi après en pharmacovigilance, le suivi en vie réelle, et on adapte dans ce cas-là. Le rapport bénéfice-risque en effet a évolué très clairement, et on réduit des indications, on met en place des mesures de réduction du risque pour au final en effet avancer et permettre de pouvoir offrir aux patients, puisqu'il y a certaines indications où ces molécules sont indispensables, mais sur un petit nombre d'indications, pour s'assurer du bénéfice-risque positif.
La même chose sur les fluoroquinolones aussi, avec la mobilisation, avec les lanceurs d'alerte, en effet, qui nous ont sollicité, des documents d'information pour les professionnels, pour les patients, pour alerter, en effet, sur le risque d'effets indésirables lors de la prescription. Je partage qu'il y a un enjeu, en effet, majeur d'information à la fois des prescripteurs et à la fois des patients sur cette situation de bénéfices et de risques en fonction de la situation clinique du patient et en fonction des données updatées au niveau de la littérature. Et c'est un enjeu que nous essayons évidemment de poursuivre au quotidien avec des échanges constants avec les professionnels de santé. Il y a encore, et je l'ai dit en effet dans le cadre du projet que je souhaite porter, il y a encore du chemin à parcourir pour informer, alerter au plus près et au fur et à mesure en fonction des données de la science pour évidemment qu'au final, nous arrivions à garantir tous collectivement, chacun a une part évidemment du chemin, le professionnel de santé, le médecin qui prescrit, le pharmacien en effet qui dispense, mais également aussi le patient, évidemment, dans le cadre à la fois du colloque singulier et de l'ensemble des informations qu'il a à disposition au niveau du site internet de l'ANSM et aussi dans les nombreux échanges pour en effet, avancer sur ce bénéfice-risque. Concernant le sujet de la décarbonation, c'est un sujet où nous sommes particulièrement en effet impliqués, à la fois au niveau européen. La révision de la législation pharmaceutique européenne inscrit en effet dans le cadre de la révision des objectifs importants. On le sait, la santé compte pour 8% dans l'impact carbone et sur ces 8%, 50% au niveau des médicaments. Donc on le voit en effet, il y a un sujet sur la production, évidemment, en tant que telle, des médicaments, donc sur tout ce qui peut être décarboné, et puis aussi sur l'usage de nos médicaments. Vous le savez, les Françaises et les Français sont des très gros consommateurs de médicaments, et donc une mobilisation forte sur le bon usage, sur le bon médicament, au bon moment, au bon patient, pas trop, en effet, de médicaments, et s'assurer, en effet, constamment qu'il y a en effet la nécessité d'une prescription ou la nécessité d'une utilisation d'un médicament. Et c'est en se reposant en effet sur les compétences à la fois des prescripteurs mais aussi des pharmaciens pour s'assurer que le bon usage en effet est évidemment le point majeur pour l'équilibre à la fois évidemment du bénéfice-risque et également aussi dans le cadre des dépenses de soins. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole aux orateurs de groupe et passer la parole à Madame Rabault pour le groupe socialiste. Oui, merci Madame la Présidente et merci à l'ensemble des collègues d'avoir accepté que je commence pour pouvoir rejoindre le bureau de l'Assemblée nationale. Madame la directrice, j'aurais 3 questions à vous poser. Entre 2018 et 2022, vous avez rendu 8 décisions de sanctions. Aucune n'a été prise pour un motif de stock de sécurité insuffisant. Donc, considérez-vous que tous les stocks de sécurité sont suffisants? C'est comme ça qu'il faut que je l'entende. Moi, je considère qu'ils sont insuffisants. Toujours sur les sanctions que vous avez prises, vous n'en avez prise qu'une seule en 2022 pour 361 000 € sur 3 décisions, ce qui fait quand même 0,001% du chiffre d'affaires total des médicaments. Donc, vous comprenez bien qu'à 361 000 €, la décision, elle est totalement inopérante sur un montant total de médicaments consommés de 24 milliards d'euros. Deuxième question, sur les pénuries. Moi, je voudrais que vous nous en disiez un peu plus. Le 13 novembre, vous avez mis la xylocaïne en tension pour le 5, 10 mg, 20 mg. Je prends un exemple très concret. Ça fait partie des anesthésistes qui concernent les biopsies pour le cancer du sein. Comment se fait-il qu'il y ait plus de tension sur les médicaments qui concernent spécifiquement les femmes? J'aimerais savoir si vous menez une attention particulière sur ce point-là. Et ma 3e question porte sur les stocks. Les lois de financement de la sécurité sociale prévoient une durée maximale de 4 mois, maximum, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément atteint. Pensez-vous qu'il faille, comme ce que fait l'Allemagne, passer à 6 mois de stock demandé aux industriels? Et si oui, est-ce que vous considérez que ça doit être le cas sur tous les médicaments? Je vous remercie. Merci, Madame Rist, pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation, pour l'engagement que vous portez avec l'agence dans votre fonction, mais qui permet aussi de garantir la sécurité des médicaments, des produits de santé, leur accès, mais aussi, comme vous l'avez dit, l'accès à l'innovation
pour tous. Alors, vous avez répondu à pas mal des questions de ma première partie sur les pénuries de médicaments, parce que c'est vrai que qu'y a-t-il de pire quand on est réveillé toute la nuit par un enfant malade et que le lendemain, on doit faire un grand nombre de pharmacies pour, au final, pas forcément trouver l'antibiotique. Donc, c'est un sujet important, et je voudrais vous remercier particulièrement pour votre engagement, puisque nous l'avons vu pendant les auditions du PLFSS. Grâce aux échanges, nous avons pu porter un amendement avec notre majorité qui a permis de vous donner la possibilité d'avoir plus de levier à travers l'article 33. Par ailleurs, dans le cadre du programme de l'agence concernant les travaux relatifs aux listes de médicaments faisant l'objet d'une possibilité de substitution par le pharmacien, est-ce que vous pouvez nous indiquer si cette liste qui avait commencé, à ma connaissance, avant le Covid, a pu évoluer pour permettre, quand la situation de pénurie vient conduire à une interruption de traitement, aux pharmaciens de substituer. Hier, dans la proposition de loi de notre collègue Valletoux, nous avons voté le statut d'infirmier référent qui devrait pouvoir permettre de façon plus importante aux infirmiers d'adapter, de renouveler des médicaments. Comment voyez-vous votre rôle pour favoriser un accès aux soins meilleur à travers cette mesure ? Tout ça dans le cadre, bien sûr, d'une prise en charge en toute sécurité. Enfin, la vaccination revêt un enjeu majeur dans notre société. Merci. On a lancé la campagne papillomavirus. Comment pouvons-nous rassurer plus nos concitoyens sur ce sujet ? Merci. Madame Rang pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame Ratinez-Carbonneil. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé joue un rôle capital en tant que garante de la santé publique et régulatrice du secteur pharmaceutique. Son action est cruciale pour instaurer la confiance des citoyens français envers les vaccins et les médicaments sur le territoire national. Cependant, de nombreux Français remettent en question le sentiment de sécurité sanitaire, considérant que l'ANSM n'est, à juste titre, pas suffisamment réactive face aux scandales sanitaires, qualifiant ainsi son rôle d'alarme silencieuse. Cette perception s'accentue en raison de la déresponsabilisation présumée des entreprises pharmaceutiques face aux pénuries actuelles de médicaments. Malgré cela, l'ANSM n'a émis que 5 décisions de sanctions financières depuis 2020, date de votre arrivée à cette fonction, avec des montants jugés dérisoires. En ce qui concerne les manquements, autres que ceux liés à la communication d'un risque de rupture sur le marché, ils sont demeurés sans sanction, alimentant un sentiment de laxisme généralisé. Pourtant, lors de votre audition devant une commission d'enquête du Sénat il y a 10 mois, vous affirmiez encore que les sanctions financières étaient un outil important, soulignant un élargissement récent de leur périmètre. Madame Ratinez-Carbonneil, aujourd'hui, ce n'est pas vous qui donnez l'alerte, ce sont encore principalement les victimes, et elles ne sont même pas prises au sérieux malgré votre engagement initial à être à l'écoute de tous les usagers. Il est impératif que l'ANSM renforce ses mesures préventives et inflige des sanctions aux contrevenants pour garantir le respect de la loi. Enfin, le Rassemblement national estime que l'accélération de l'innovation ne doit pas primer sur la sécurité des citoyens, considérant que ce n'est pas le rôle de l'ANSM. Pour ces raisons, notre groupe s'oppose au renouvellement de vos fonctions au sein de l'ANSM. Monsieur Boyard, pour la France insoumise. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple de scandale que ce qui se passe avec les médicaments. En mars 2020, pendant le Covid, Emmanuel Macron avait dit « Ce que révèle la pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » Quel meilleur exemple de biens qui devraient être exclus des logiques capitalistes que les médicaments? Et pourtant, cette année, 26 millions de Français auront été victimes de la pénurie due à votre marché du médicament. En 20 ans, le nombre de pénuries a été multiplié par 20. Alors, on aurait aimé en discuter, mais vous avez fait un 49.3 sur les médicaments. Pour éviter qu'il y ait trop de gens qui achètent des médicaments, vous avez augmenté leur prix par 49.3. Cette année, 1,6 million de Français ont renoncé à se soigner faute d'argent. Vous leur répondez « C'est la loi du marché, mon pote, c'est la démocratie, chers compatriotes ». Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. De fonds d'investissement nord-américains qui ont délocalisé notre production en Chine ou en Inde et dont les actionnaires ne cherchent qu'à se faire un max de fric sur les médicaments. On peut prendre l'exemple du BCNU contre les tumeurs au cerveau, qui avant la pénurie coûtait 34 € les 100 mg, après la pénurie coûtait 1 500 € les 100 mg, des dividendes sur la pénurie des cancers du cerveau. Certaines entreprises arrivent même à avoir le monopole sur des médicaments comme Nordic Pharma avec les pilules abortives.
Derrière Total, Sanofi est l'entreprise la plus généreuse avec ses actionnaires. Comment des gens peuvent-ils se faire des dizaines de millions en pleine pénurie de médicaments ? Certains diraient qu'on vit sur la Lune, je leur répondrai qu'on vit tout simplement dans la Startup Nation. Alors, il y a une alternative évidente, sortir les médicaments de la logique de marché et relocaliser notre production de médicaments. Relocaliser parce qu'en 30 ans, 80% des médicaments étaient produits sur le sol européen. C'est seulement 20% aujourd'hui. Et ne vantez pas votre plan France Relance. Sur les 106 projets financés par l'État, seuls 18 concernent une relocalisation. Sortir de la logique de marché en permettant d'exploiter une innovation sous brevet dès lors que l'urgence et l'intérêt général le demandent. Sortir de la logique de marché en permettant de commercialiser des médicaments génériques, quelle que soit leur date initiale de mise sur le marché. Évidemment, la NSM serait associée à l'élaboration de la liste des besoins en médicaments. Nous ne referons pas l'erreur du gouvernement qui ne vous a pas associé à l'élaboration de la liste des médicaments stratégiques. Merci. Monsieur Neuder, pour les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Directrice, je voulais vous remercier pour votre disponibilité quand nous avons eu l'occasion de vous solliciter pour un certain nombre de cas très précis concernant des patients, des traitements et des médecins sur leurs questions. Ma première question porte sur les autorisations de mise sur marché, les fameuses AMM, qu'elles soient nationales ou européennes. On a constaté une chute drastique de ces dépôts d'AMM en 2019, 1016 AMM déposés, en 2020, 973, en 2021, 936 et en 2022, 588. Donc ma question est rapide. Est-ce une perte d'influence de la NSM au profit d'autres agences du médicament, notamment européennes, ou est-ce que c'est une perte d'attrait de la France en matière d'innovation, alors que ça reste une priorité nationale? Ma deuxième question porte sur les délais d'autorisation de mise sur le marché. Grâce à un travail cohérent et en lien avec l'autorisation de la Haute Autorité de Santé, nous sommes malheureusement qu'à la 18e place de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications pour progresser sur l'amélioration de l'accès thérapeutique? Et enfin, deux autres sujets importants. Le premier, c'est l'antibiorésistance. Je pense que c'est notre prochaine pandémie, mais elle est silencieuse, avec un nombre de morts qui se chiffrera en millions dans quelques années. Il y a des centres de référence pour l'antibiothérapie. Ils souffrent de moyens, et je pense qu'un des moyens importants serait l'aller vers pour effectivement encourager la bonne prescription des antibiotiques vers de nombreux prescripteurs en lien avec les pharmaciens. Et enfin, la dernière question m'est soumise suite à une audition du professeur Defay, le président de la Société française de rythmologie, sur le cas du Corgar, puisque vous savez qu'il reste malheureusement plus que 80 000 boîtes pour 6 mois, et nous avons 15 000 patients qui sont porteurs de syndrome QT congénital, de tachycardie ventriculaire, enfin de pathologies cardiaques extrêmement graves qui entraînent la mort des patients quand ils n'ont pas le médicament. Nous avons effectivement transposé ces ordonnances sécurisées, nous avons remplacé les bêta-bloquants qui utilisaient le Corgar par d'autres types de classes de thérapeutiques, mais dans certains cas, il n'y a pas de traitement remplaçable. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications qui me permettraient de soulager les files actives? Merci. Merci. Monsieur Bertha, pour le groupe démocrate. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, chers collègues, heureux de vous recevoir au sein de la Commission des Affaires sociales et de vous entendre pour votre renouvellement à la tête de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le réseau de la NSM s'établit sur 3 sites, Saint-Denis, Lyon, Montpellier, ou plus précisément Vendargues. Pouvez-vous nous dire si les 3 sites mènent le même type d'activité ou s'ils sont spécialisés, et par exemple dans le domaine des biothérapies ou autres biosimilaires? Ainsi, quid de l'activité exacte, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai dû connaître ce site il y a fort longtemps, de l'activité du site de Montpellier, ou plus particulièrement donc de Vendargues. Les missions de l'agence semblent intégrer un énorme travail de pharmacovigilance. Comment est-il organisé? S'opère-t-il en collaboration avec l'industriel? Correspond-il à ce que l'on peut définir comme la phase 4 du développement du médicament? Prenons par exemple l'actuelle vaccination contre le papillomavirus, qui est de nature désormais vaccination de nature nanovalente. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est formidablement en retard sur le niveau de couverture vaccinale, 10% chez les garçons, 50% chez les filles, mettant encore en péril mortel nombre de nos concitoyens. Un cas récent lié au décès d'un adolescent remet en cause aux yeux de certains les bénéfices avérés depuis des générations de cette vaccination. Pouvez-vous rappeler à la représentation nationale les recommandations et les actions de la NSM en faveur de cette vaccination? Outre le besoin fondamental de garde-fous, les temporalités administratives, liées notamment aux procédures d'autorisation, ne vont-elles pas à rebours des temporalités de l'innovation thérapeutique? Dans le cadre des maladies rares, et voire même ultra rares, les temps d'attente des conclusions et autorisations de votre agence dépassent malheureusement parfois l'espérance de vie de nombreux malades, notamment celle des enfants qui en sont porteurs. Que comptez-vous faire pour en réduire les écarts? De plus, plus largement, comment vous positionnez-vous concernant l'accès précoce? Enfin,
Concernant cette fois-ci le champ des dispositifs médicaux, c'est la norme CE qui s'applique, bien sûr, mais y a-t-il des situations pour lesquelles l'ANSM peut donner l'autorisation d'accès en outrepassant cette norme? Et pouvez-vous nous donner des exemples de cette situation? Je vous remercie. Merci. Monsieur Valtou pour le groupe Horizon. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, la densité et le nombre des questions et des sujets soulevés depuis le début de cette matinée montre l'importance qu'a pris votre agence nationale dans le paysage en matière de santé. J'aurais deux questions rapides. La première concerne la campagne que vous avez lancée en juin dernier et qui incite les Français à consommer moins de médicaments. Encore aujourd'hui, nous sommes parmi les plus gros consommateurs de médicaments au monde, nous le savons tous, mais dans un contexte budgétaire contraint, le PLFSS pour 2024 prévoyait de responsabiliser les patients et les professionnels de santé face à l'augmentation galopante des dépenses de santé. Malheureusement, l'augmentation des franchises médicales sur les médicaments n'a pas été inscrite dans le texte final. Mais à l'heure où près du tiers des dépenses de santé ne sont pas pertinentes, le disent plusieurs études, quelles actions préconisez-vous pour lutter contre la surconsommation de soins et plus particulièrement de médicaments? Et au-delà, quelle part vous comptez prendre dans la nécessité d'aller vers plus de pertinence dans la dépense en matière de santé? La deuxième question porte sur le valproate de sodium, molécule commercialisée depuis 1967 sous l'appellation Dépakine par le laboratoire Sanofi et sous d'autres appellations génériques, qui est prescrite aux personnes souffrant de troubles bipolaires. Malheureusement, comme pour tout médicament, il y a des bénéfices et des risques. Je pense bien évidemment au risque de troubles du neurodéveloppement liés à la prise de Dépakine pendant la grossesse. Comment expliquer qu'en dépit de nombreuses prérogatives de l'agence en termes d'évaluation, de surveillance et de contrôle des produits de santé, des patients aient pu être largement exposés à ce traitement? Aussi, il est apparu que la prise de Dépakine par le père, dans les 3 mois qui précèdent la conception, peut provoquer un risque potentiel de troubles de neurodéveloppement chez l'enfant. À cet égard, quelles mesures ont été prises pour informer et alerter les usagers de ce médicament? Merci. Madame Garin pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Depuis 20 ans, le nombre de pénuries de médicaments a été multiplié par 20 et depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, on a 7 fois plus de signalements pour rupture d'approvisionnement. Le président déclarait en mars 2020 « Ce que révèle la pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché ». Si je peux reprendre dans le calme, je ne vous ai pas interrompu, chers collègues. Je disais donc que le président déclarait en mars 2020 que ce que révèle la pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Près de 4 ans plus tard, je me permets de vous demander où en sommes-nous par rapport à cette déclaration. L'hiver dernier et cet hiver encore, plusieurs médicaments comme certains antibiotiques, notamment l'amoxicilline, des corticoïdes et même le paracétamol, subissent des périodes de tension d'approvisionnement plus ou moins longues dans un contexte de triple épidémie Covid, grippe, bronchiolite. En tant que directrice générale de l'Agence nationale du médicament, vous indiquiez en 2020, pendant la commission d'enquête sur la politique industrielle de la France, que votre rôle était de garantir la sécurité du patient, et je vous cite, ce qui signifie surtout la sécurité des approvisionnements, garantir que le patient puisse avoir un accès pérenne à ces traitements à tout moment. Force est de constater que cet objectif n'est pas atteint, donc quelles sont vos propositions pour y remédier? Ensuite, avec la NUPES, nous avons fait campagne pour la mise en place d'un pôle public du médicament afin d'éviter ces pénuries, mais aussi de contrôler les prix, de garantir la transparence sur la recherche et le développement. Je suis intéressée d'avoir également votre avis sur cette question. Enfin, l'agence est très impliquée sur les essais cliniques, en particulier sur les médicaments biotechnologiques et thérapies innovantes. Un rapport du Sénat en février 2023 recommandait le perfectionnement des méthodes d'expérimentation animale et des modèles animaux dans les politiques européennes de recherche et d'innovation. Ma question finale sera celle-ci. Quels moyens mettez-vous en œuvre en ce sens au sein de l'agence, et notamment pour diminuer le recours aux expérimentations animales? Je vous remercie. Monsieur Dharréville pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. L'ANSM est un outil de protection de notre sécurité sanitaire décisif. Et évidemment, l'agence se heurte notamment aux logiques de profit qui existent dans le secteur du médicament et des dispositifs médicaux. Il y a une question particulière à l'égard de ce que vous pouvez faire sur ce sujet des dispositifs médicaux. Pour étayer ce que vient de dire ma collègue Marie-Charlotte Garin, le président de la République a beaucoup défendu le modèle de Sanofi à de nombreuses reprises. Dans la réponse aux besoins de santé, ça nous semble être un modèle assez discutable. En 2016, il y avait 600 signalements de médicaments en tension et aujourd'hui, il y en a 3500, soit 5 fois plus.
On ne peut donc que s'interroger sur l'efficacité des sanctions et de l'action conduite et peut-être du cadre législatif et réglementaire. Les conclusions de la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments initiée par le groupe communiste CRCE au Sénat, sous la conduite de Sonia de la Provôté et de Laurence Cohen, il y a à peine un an, ont largement documenté ce phénomène de rupture d'approvisionnement. Vous aviez d'ailleurs été auditionné et vous aviez apporté notamment un avis sur les difficultés liées aux situations de monopole et indiqué que la relocalisation en France de la production des médicaments peut être, je cite, une partie de la réponse, et vous aviez indiqué que la maille européenne devait également être importante. Nous plaidons depuis de très nombreuses années pour la création d'un service public du médicament. Nous avons déposé au Sénat comme à l'Assemblée des propositions en ce sens. Nous regrettons bien sûr de ne pas avoir eu l'opportunité, durant les 2 précédents PLFSS, d'avoir des débats sur le médicament. Ma première question sera la suivante. Quelle est votre appréciation des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du PLFSS, telles que la délivrance à l'unité de certains médicaments, les prescriptions limitées dans le cadre d'une téléconsultation, ou encore la délivrance sans ordonnance par les pharmaciens de certains médicaments après réalisation d'un test rapide, ou encore augmentation des franchises? Pensez-vous que ces mesures vont dans le bon sens pour lutter contre la pénurie? Il nous semble, quant à nous, que ce sont essentiellement ni les soignants ni les patients qui sont la source des pénuries et que par conséquent, ces mesures se détournent de la racine du mal. Monsieur Rousset. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Dr Christelle Ratignier-Carbonel, pour votre présence parmi nous ce matin. L'Agence nationale de sécurité du médicament est en charge de la pharmacovigilance dans notre pays. En ce sens, elle relève et suit les effets indésirables graves causés par les produits de santé. L'Agence régionale de sécurité du médicament, grâce aux centres régionaux de pharmacovigilance, aux laboratoires pharmaceutiques, aux professionnels de santé et aux patients, assure le contrôle de ces événements. C'est un rôle majeur pour la protection de la santé publique et pour le suivi de l'utilisation des médicaments. En 2022, vos services comptabilisaient plus de 55 000 cas d'effets indésirables graves en dehors des vaccins contre la Covid-2019. Quels seront les chiffres pour 2023 et s'il se confirme qu'ils augmentent, comment expliquez-vous ces augmentations régulières? Merci. Madame Levavasseur. Merci Madame la Présidente. Ma question portera particulièrement sur la pénurie de médicaments. En effet, il y a déjà 3 ans, lors de votre précédente audition dans le cadre de votre nomination à la direction générale de la ANSM, la France était touchée par de graves ruptures d'approvisionnement en médicaments. Aujourd'hui, nous avons l'impression d'être toujours au même point concernant cette problématique, voire dans une situation encore plus grave. En 2022, c'était 3 761 signalements de risque de rupture et rupture de stock qui avaient été constatés par l'ANSM, dont 28,9% concernaient des médicaments de système cardiovasculaire, 19,2% du système nerveux ou encore 14,7% d'anti-infectieux. En 2023, la situation est encore plus critique et la société civile est très préoccupée par ces manques. Je me permets de vous citer quelques titres d'articles récemment parus. Pénurie médicaments, pas de solution miracle pour le président de l'Ordre des pharmaciens bretons. Près de 4 000 médicaments en rupture ou en risque de rupture en France. Rupture de médicaments, Lénie, 13 ans, atteint du syndrome de Noonan, n'a plus le traitement qui doit l'aider à grandir. Ou encore pénurie de médicaments, une crise qui perdure, résultat d'une chaîne de causes industrielles et commerciales. Le cas de l'amoxicilline est particulièrement inquiétante, celle-ci étant souvent prescrite en cas d'infection bactérienne des voies respiratoires chez les enfants. Le ministre de la Santé avait d'ailleurs annoncé une augmentation de 10% sur le prix de cet antibiotique pour en favoriser la production et tenter de juguler la pénurie. Aussi, que pouvez-vous nous dire concernant cette pénurie qui n'en finit pas? Quelles ont été vos actions pour essayer, ou plutôt d'enrayer, vu le résultat de cette pénurie? Quelles seront vos actions au futur si vous seriez amené à être reconduite dans vos fonctions? À quelle conclusion êtes-vous parvenu? En bref, pensez-vous que les Français vont pouvoir un jour de nouveau aller en pharmacie sans en ressortir les mains vides? Merci. Monsieur Ruffin. Oui, Madame la directrice, je comptais vous interroger sur les ruptures de médicaments en série et en vérité sur le grand naufrage, avec une multiplication par 7 des pénuries dans les pharmacies en un mandat de notre président de la République, malgré les dizaines de millions déversés. Mais l'intervention de notre rapporteur Jérôme Guedj et votre non-réponse sur un point particulier m'amènent à changer mon fusil d'épaule. Il vous interpelle, il vous demande: l'agence a été mise en examen en 2022 pour tromperie dans l'affaire du Levothyrox. L'avocat de plus de 3000 victimes dans ce dossier, maître Christophe Le Guévac, affirme à ce sujet que
Quand les premières plaintes sont apparues après le changement de formule, l'agence a fait le dos rond, elle n'a pas sanctionné Merck, qui n'avait rien indiqué sur la boîte de médicaments. Elle a préféré croire l'industriel plutôt que les milliers de malades qui manifestaient leurs troubles. Cette connivence peut s'expliquer parce que des experts dits indépendants, voire des membres de l'agence, avaient été rémunérés par Merck quelques années auparavant. Les personnes qu'on n'a pas entendues, les victimes, ce sont les femmes. Et à mon avis, c'est parce que ce sont aussi des femmes qu'on ne les a pas entendues pendant tout ce temps-là. Donc, oui. Donc, je répète la question de mon collègue. Qu'est-ce que ça fait d'être à la tête d'une agence qui doit protéger les patients et qui, là, se retrouve mise en examen pour tromperie? Je poursuis ma question. Que faites-vous pour vraiment écouter les patients, les victimes, pour que votre agence soit leur maison, pour que vous soyez un lieu de démocratie sanitaire? Et évidemment, ça pose la question des rapports avec les industriels. Et c'est une question que vous pose la Cour des comptes lorsqu'elle dit, elle évoque, je la cite, les lacunes, notamment dans le domaine de la prévention des conflits d'intérêts, dans les instances consultatives de l'ANSM. Donc comment vous clarifiez à la fois que vous êtes bien la maison des citoyens, que vous êtes la maison des patients, que vous êtes éventuellement la maison des victimes, que vous les écoutez d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient, et non pas la maison des industriels? Monsieur Véry. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale. Beaucoup de questions depuis plus d'une heure par rapport à votre agence, par rapport à notre agence, par rapport à cet outil indispensable pour sécuriser et apporter beaucoup de sérénité par rapport à la médecine de France. Je vois manifestement qu'il n'y a aucune évidence, effectivement, à ce renouvellement, même si, pour ma part, je comprends votre projet stratégique et votre ambition, bien mesurer la sérénité que doit avoir votre agence pour assurer au mieux ses responsabilités immenses. Je voulais également vous interroger sur la pénurie de médicaments, la rupture d'approvisionnement, qui est effectivement plus qu'une anomalie. C'est insupportable, mais ça a été largement posé et vous avez déjà commencé à y répondre. Moi, je voudrais vous interroger sur deux sujets. J'ai entendu parler effectivement tout à l'heure de tous les produits de santé, y compris les plantes, même si ça peut paraître marginal, ça ne l'est pas. J'ai eu un peu le sentiment qu'on était un peu suspicieux, encore plus que d'habitude, et je voulais avoir un petit peu votre feuille de route sur les années à venir. Et puis je voulais vraiment vous entendre sur l'Union européenne et sur l'Agence européenne du médicament, dont vous êtes un des administrateurs. Je sais effectivement qu'il y a parfois des divergences ou des réponses différentes entre l'Europe et la France sur des autorisations de mise sur le marché. Est-ce que vous n'avez pas, comment dirais-je, le sentiment que la France peut être trop précautionneuse, trop bureaucratique, pour ne pas autoriser des patients à accéder à des innovations thérapeutiques ou à des médicaments qui font leurs preuves ailleurs et qui pourraient être nécessaires à leur thérapie? Je n'ai aucune compétence médicale pour l'asséner, mais à écouter d'autres experts, d'autres professionnels, je peux parfois avoir le sentiment effectivement que la France ne sert pas l'intérêt de ses patients en ayant une pratique ou une doctrine trop rigide et qui me paraît peut-être devoir être revue. Monsieur Martin. Merci Madame la Présidente. Nous rentrons dans la période hivernale, la période des rhumes, et je voudrais vous interroger sur les médicaments décongestionnants et vasoconstricteurs, parce qu'ils sont de très grande consommation, très large consommation, et bien sûr les usagers souhaitent les prendre en toute sécurité. Votre agence a émis des recommandations concernant l'insuffisance rénale aiguë, concernant l'hypertension artérielle sévère, mais il semblerait que l'agence soit en attente d'une recommandation de l'Agence européenne d'évaluation des médicaments, comité des médicaments à usage humain. Est-ce que vous pourriez avancer pour justifier cette absence de préconisation très précise aujourd'hui? Et avez-vous, sur quel point attendez-vous de l'Europe et du plan international pour donner des recommandations plus précises aux Français, aux consommateurs sur notre territoire qui vont utiliser ce type de médicaments? Est-il utile de les nommer? Je crois que tout le monde les connaît. Ils sont en vente libre dans les officines. Madame Mélan.
Merci Madame la Présidente, merci Madame d'être devant nous. Il est clair, et tout le monde le sait, que la pénurie de médicaments est une véritable mosaïque d'une cinquantaine ou d'une soixantaine de centaines de paramètres qui sont à la fois mondiaux à cause de la délocalisation, mais aussi tout au long de la chaîne de production jusqu'à les dispensation en officine ou dans les hôpitaux, mais aussi en raison des règles du marché, en particulier les marchés européens qui brouillent énormément les cartes, et aussi en fonction du poids réglementaire. Concernant le règlement, il est sorti le 25 janvier 2022 un triptyque réglementaire dans lequel il était prévu la gestion des stocks. C'était le renforcement du rôle de l'EMA, du rôle de l'ECDC et le risque transfrontière. La gestion des stocks, personnellement, j'avais pu participer, être rapportrice sur 2 des 3 rapports de la Commission Industrie, prévoyait de centraliser dans chaque État membre un interlocuteur de l'EMA ou de l'ECDC. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est votre rôle? Pouvez-vous nous définir si vous êtes tout ou partie en responsabilité de cette gestion de stock? Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler des répartiteurs. Certes, ils sont peut-être défaillants ou pas encore adaptés. Ceci dit, ça fait déjà 2 ans que les règlements sont promus. C'est quand même de votre responsabilité de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, pouvez-vous nous dire quelle est votre totale responsabilité dans ce processus réglementaire? Merci. Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Alors, bon, aujourd'hui, on est donc réunis pour examiner le bilan et les perspectives de la direction de l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Donc, c'est-à-dire un lieu qui n'est pas n'importe quoi. C'est là où s'affronte d'un côté la puissance publique qui est censée garantir la santé de nos compatriotes, et de l'autre, des industriels, notamment des grands industriels, qui font du profit en vendant des produits destinés à soigner le grand public. Et les deux sont parfois incompatibles ou parfois contradictoires. Alors, de la même manière que mon collègue François Ruffin, je dois un peu changer mon fusil d'épaule parce que j'ai le sentiment qu'on est beaucoup à aller dans la même direction et à vouloir avoir des réponses précises et claires sur les questions de déontologie, puisque l'ANSM est régulièrement épinglée, ça a été dit par Jérôme Gage, ça a été dit par François Ruffin, elle est épinglée pour des conflits d'intérêts ou des collusions entre experts et industriels, qui sont séparés pour de bonnes raisons, celles de la santé du grand public normalement. Et ce qui pose problème, ce ne sont pas les experts, c'est bien les industriels, c'est eux qui multiplient des invitations, des versements financiers ou des menaces. C'est les 3 types classiques de pression qui peuvent être exercés sur les experts de l'ANSM. Et la Cour des comptes elle-même a critiqué les lacunes dans la prévention des conflits d'intérêts, notamment l'absence totale de vérification des déclarations faites par les experts externes. Souvent, leurs déclarations sont prises pour argent comptant. Alors, on a parlé du lévothyrox comme étant un exemple où l'agence a pu copier-coller les arguments de l'industriel plutôt que de donner suite aux plaintes des patients, notamment parce que le laboratoire Merck avait payé des experts. Mais je voudrais également vous interroger sur les implants contraceptifs Essure qui ont obtenu un label, le label CE, qui a été approuvé par la NSM alors qu'il y avait un problème sur la soudure utilisée dans la fabrication, et ce en dépit de milliers d'alertes, c'était 15 par jour pendant les premières années de mise sur le marché, de la part des dizaines de milliers de femmes qui en ont fait les frais. Donc quel est le bilan de ces manquements en matière de déontologie et qu'avez-vous prévu pour faire mieux? Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, j'avais eu l'honneur d'être le rapporteur de notre Commission des Affaires sociales il y a 3 ans lors de votre audition le 2 décembre 2020. Nous étions tous masqués alors que votre nomination était envisagée aux fonctions de Directrice Générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Depuis plus de 20 ans au sein de l'agence, vous connaissez les enjeux liés à la conciliation médicamenteuse. Chaque année, 1/3 des événements indésirables graves est imputable aux médicaments. Une expérimentation article 51 intitulée Médicis, portée par une équipe du centre hospitalier de Lunéville, vise à sécuriser la prise en charge médicamenteuse pour réduire les réhospitalisations de nos seniors. Cela passe par un parcours de soins comportant plusieurs actions: conciliation médicamenteuse d'entrée, transfert, de sortie, le profilage du patient sur le risque de réhospitalisation, l'analyse pharmaceutique des prescriptions, révision de pertinence des médications, accompagnement thérapeutique du patient, coordination ville-hôpital et consultation d'évaluation à 30 jours. La diminution des problèmes, dont les erreurs médicamenteuses, en est la cible. Les premiers résultats sont prometteurs en termes d'opérationnalité démontrée, de reproductibilité et d'efficacité dans le parcours. Sur 4 139 parcours patients inclus, 21 168 problèmes ont été interceptés, soit environ 5 problèmes par parcours patient intercepté. Les entretiens d'évaluation sont en cours en espérant que le dispositif entre dans le droit commun. Madame la Directrice Générale, connaissez-vous cette expérimentation
Et le cas échéant, partagez-vous l'intérêt de ce dispositif et l'opportunité de sa poursuite, ce qui nécessitera que soit également associé un dispositif financier associé qui en garantisse l'équilibre pour les établissements de santé, condition sine qua non de sa pérennisation. Madame Keke. Merci, Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, l'ASM est aujourd'hui un peu le gendarme en matière d'évaluation, de contrôle et d'accès des médicaments sur le marché français. Et donc, je voulais vous demander, quand je vois les chiffres pour l'année 2023, avec 37% des Français qui disent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments, quand je vois que les signalements pour rupture ou risque de rupture ont été multipliés par 7 en 5 ans, quand je vois que la France Asso Santé a alerté lors d'une audition au Sénat en mars dernier sur le fait que 45% des personnes touchées par des pénuries modifient ou renoncent à leur traitement. J'aimerais connaître votre avis, Madame la Directrice Générale, sur la création d'un pôle public du médicament qui aura à la charge de la relocalisation de la production des médicaments stratégiques et critiques dont la liste sera fixée en collaboration avec l'ASM. Avec vous, l'aurez comprise, l'objectif de garantir notre souveraineté santé. Merci. Madame Hugues. Merci Madame la Présidente. Madame la Directrice Générale, je souhaite aujourd'hui vous interroger sur les ruptures de stock de certains médicaments, comme nombreux de mes collègues. On connaît malheureusement la tension pour l'approvisionnement de l'amoxicilline ou du paracétamol sur laquelle vous avez apporté quelques éléments de réponse, mais je voudrais vous interroger plus spécifiquement sur des médicaments élémentaires pour des personnes lourdement handicapées qui ne peuvent pas toujours avaler de cachet et qui sont indisponibles depuis plusieurs mois. Je pense notamment à l'Artane sous forme buvable, qui est un médicament utilisé contre la maladie de Parkinson ou des troubles neuroleptiques. Les équipes médicales des maisons d'accueil spécialisées qui accompagnent ces personnes en grande vulnérabilité sont particulièrement mises à mal dans le suivi de leurs patients qui ne peuvent pas arrêter subitement leur traitement, c'est écrit de la sorte dans le Vidal, et dont les génériques ne sont pas toujours existants sous la forme appropriée à leur pathologie. Du coup, ma question est la suivante. Comment l'ANSM entend sécuriser les stocks de médicaments actuellement indisponibles, mais pourtant essentiels pour le quotidien de ces personnes? Je vous remercie. Madame Dubré-Chirin. Merci Madame la Présidente. Merci Madame pour votre propos liminaire. Je voulais revenir sur les pénuries effectivement de médicaments, en sachant qu'en France, nous sommes les premiers consommateurs de médicaments en tout genre, si je puis dire, antidépresseurs, antibiotiques et autres, et qui développent une antibiorésistance majeure qu'on voit poindre dans les services d'hospitalisation avec des difficultés. Donc, travailler sur les pénuries et le stock, c'est bien, mais est-ce qu'il n'est pas aussi intéressant de travailler sur les prescriptions? Et d'autre part, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis sur la prescription par les pharmaciens qui contribuerait à une consommation excessive d'antibiotiques notamment, alors que ce qui a été prévu était avisé de diminution de la consommation. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura une évaluation et un accompagnement de cet outil de prescription par les pharmaciens suite aux tests trop mis en œuvre? Je vous remercie. Madame Corneloup. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale. Je ne serai pas très originale en rebondissant sur les pénuries de médicaments, effectivement, qui sont en augmentation constante. Le nombre de signalements de rupture de stock de médicaments et de risque de rupture a atteint des niveaux inédits en 2022. Cela a été dit, en 2023, 37% des Françaises et des Français déclarent avoir été confrontés à des pénuries de médicaments. Ces tensions aggravent des pertes de chance pour les patientes et les patients dans l'impossibilité de se procurer les médicaments et accroissent les risques d'erreur. Elles ont aussi un impact majeur sur les conditions d'exercice des médecins, professionnels de santé, pharmaciens. La délivrance est devenue extrêmement complexe et très chronophage. Vous avez évoqué un certain nombre de mesures prises pour endiguer le phénomène, notamment la constitution de stocks de sécurité, des obligations de service public pour les grossistes répartiteurs. Visiblement, ces mesures sont tout à fait insuffisantes pour endiguer le phénomène. Y a-t-il une coordination suffisante entre la l'ANSM et l'ARS,
Ne faut-il pas placer l'enjeu de la territorialisation fine de la veille sanitaire au cœur du prochain contrat d'objectifs et de performance de l'ANSM? Quelles sont vos préconisations pour améliorer cette situation? Merci, madame. Madame Valentin. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, l'Agence nationale de sécurité du médicament est au cœur de notre système de santé. Moi, j'aurais 3 questions. Je voudrais savoir quels sont les processus mis en place pour le contrôle des potentiels effets des médicaments. Ensuite, je voudrais savoir quels sont les grands enjeux passés et actuels de l'ANSM que vous devez traiter. Et ensuite, quelles sont les propositions de réforme éventuelles de votre organisme et les pistes d'amélioration. Bien, nous avons terminé avec les questions des parlementaires. Madame Ratignier-Carbonel, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs les députés pour les nombreuses questions que je vais tenter en effet de regrouper, notamment sur le sujet des pénuries, puisque évidemment c'est un sujet de préoccupation constante pour l'ensemble des citoyens, pour vous et évidemment pour l'ANSM. Quelques mots pour rappeler le rôle et les responsabilités de chacun. Je tiens en effet à rappeler et à le rappeler en effet de manière ferme que la première responsabilité de mise à disposition des médicaments sur le territoire national incombe bien à l'industriel. Lorsqu'un industriel dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché et qu'il y a un octroi d'autorisation de mise sur le marché, il s'engage à garantir la couverture des besoins de son médicament par rapport à la population cible qui a été évaluée, qui a été estimée, et notamment par la Haute Autorité de Santé. Donc on est bien dans une chaîne de responsabilité globale et avant tout, évidemment, l'industriel se doit de produire à hauteur des enjeux et à hauteur des besoins qui sont définis en effet dans le cadre de son autorisation de mise sur le marché. Et ça, c'est un premier point qui est évidemment important. Ensuite, évidemment, et cela a été dit, il y a de multiples facteurs qui interviennent dans le sujet des tensions et des pénuries. Un sujet en effet spécifique à la France, la très forte consommation. Nous sommes, et cela a été dit, nous sommes de très gros consommateurs de médicaments et donc de ce fait, nous sommes encore plus sensibles évidemment aux tensions et aux pénuries. Et c'est donc un axe majeur que nous avons aussi à l'ANSM sur le bon usage des médicaments. Cela a été évoqué par l'un d'entre vous sur la campagne en effet sur le bon usage du médicament pour en effet sensibiliser à la fois patients, professionnels de santé aussi, et nous travaillons avec l'ensemble, où il y a la nécessité de ce colloque, de ce trio médecins, pharmaciens, patients, pour faire bouger les lignes sur le bon usage en effet du médicament. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en effet, concernant le sujet de la régulation, de la visibilité, notamment sur le sujet, évidemment, des tensions. Donc, tous les dispositifs qui existent aujourd'hui et qui sont perfectibles, et bien évidemment, et je le dis, et je le dis en effet souvent en intervention, nous n'avons pas à l'ANSM, et je ne sais pas si cela existe, mais nous n'avons pas de baguette magique, très clairement. Et ça, il faut être évidemment extrêmement clair là-dessus. Les mesures qui sont mises en place, à la fois les stocks de sécurité, aujourd'hui qui sont de 2 mois et qui peuvent être portés à 4 mois par dérogation, ce qui est fait. Donc j'ai porté en effet un certain nombre de stocks de sécurité à 4 mois qui sont définis par la loi. Les conditions sont définies évidemment par la loi, permettent d'être une partie de réponse, mais seulement une partie, et une partie en effet qui est limitée. Donc il faut agir sur l'ensemble, à la fois le bon usage, à la fois les niveaux de production, s'assurer que les industriels respectent bien en effet les niveaux de production, et ensuite il y a tout le sujet en effet de la distribution. Les mesures en effet qui ont été nombreuses dans le cadre du PLFSS en effet 2024 permettent de pouvoir adresser un certain nombre de réponses. La dispensation à l'unité, le sujet en effet de l'utilisation des TROD, notamment des tests donc diagnostiques pour la prescription d'un antibiotique. Vous le savez, les antibiotiques ne fonctionnent que sur les infections bactériennes, sur les infections en effet des voies aériennes supérieures, c'est très majoritairement viral et donc il n'y a pas lieu d'utiliser des antibiotiques, surtout que cela génère des antibiorésistances. Et donc on a un outil, il existe un outil à la fois disponible chez les médecins mais chez les pharmaciens avec ce TROD qui permet en effet de vérifier s'il y a lieu ou pas de prescrire un antibiotique. Donc cela permet
trait, en effet, de diminuer notablement l'utilisation en effet de ces médicaments. Sur le sujet également du pôle public du médicament, et notamment dans le cadre en effet du PLFSS, des mesures en effet sont mobilisées pour pouvoir recourir notamment à la GEPS, donc la pharmacie en effet de la PHP, pour prendre le relais lorsque nous avons des arrêts de commercialisation. J'ai en tête notamment des arrêts sur certains antibiotiques où, lorsque l'industriel doit nous avertir en effet de cet arrêt, au minimum 1 an avant l'arrêt de commercialisation, nous demandons en effet qu'il identifie un repreneur. Jusqu'au PLFSS en effet de cette année, ce n'est qu'une recommandation. Je ne peux pas imposer en effet à un industriel de continuer à produire, de continuer à mettre sur le marché un médicament ou lorsqu'il décide d'arrêter, de pouvoir trouver un repreneur et transférer l'autorisation de mise sur le marché vers un potentiel repreneur. On a des cas, on a encore eu un cas récemment où il y avait des repreneurs, mais l'industriel originel ne souhaite pas, ne veut pas en effet transférer le dossier d'autorisation de mise sur le marché et je n'ai pas la possibilité de l'y contraindre. Donc ces mesures-là vont permettre en effet de pouvoir renforcer les mesures pour obliger en effet à ce qu'il y ait ce transfert et s'il n'y a pas de repreneur, la possibilité en effet que la GEPS puisse sous-traiter à des industriels la fabrication en effet de ce médicament dans l'attente, nous l'espérons, en effet d'un repreneur. Donc ce sont des mesures qui ne répondent pas à tout très clairement, et je vais être très claire sur ce point, mais qui permettent d'apporter en effet des solutions. Sur le sujet des sanctions, il y a eu beaucoup de questions en effet sur le sujet des sanctions financières. L'assiette des sanctions financières a été élargie, en effet, y compris au niveau des différents textes, à l'aune des différents textes législatifs récemment. Je partage, et je l'ai dit déjà, en effet, notamment dans certaines auditions, le nombre de sanctions financières jusqu'en 2022, notamment sur le sujet des pénuries, était limité, puisque les critères que j'avais à disposition pour mobiliser des sanctions financières étaient très limités. Aujourd'hui, en 2023, on est sur une dynamique qui est beaucoup plus importante, notamment sur le sujet des pénuries. L'ensemble des sanctions financières qui sont prononcées aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, sont uniquement sur les pénuries. Concernant les montants, il y a une question qui a été posée sur l'ampleur des montants qui apparaît limitée. Ils sont définis dans la loi. Et donc, c'est un montant maximal, un pourcentage maximal. Et je ne suis pas en capacité de pouvoir aller au-delà, y compris sur le sujet de la publicité de ces sanctions financières, puisqu'il y a évidemment un sujet de montant, mais le sujet de la publicité est évidemment extrêmement important. De mettre en évidence qu'un industriel a eu une sanction financière pour non-respect, que ce soit de déclaration anticipée d'un risque de rupture ou peut-être ultérieurement sur un stock de sécurité, c'est important. La loi impose uniquement la publicité sur le site internet de l'ANSM d'1 mois. Donc je ne peux pas aller au-delà, sauf à changer, et vous m'avez interrogé en effet sur des évolutions, il peut y avoir en effet des évolutions, je ne peux pas aller au-delà d'1 mois de publication sur le site internet de l'ANSM. Donc en effet c'est court, il faut en effet regarder au bon moment dans cette temporalité-là, mais cela peut peut-être en effet évoluer pour le futur. Concernant le sujet notamment sur les listes en effet de substitution potentielle en effet par les pharmaciens, ça a été mobilisé l'an dernier, c'est encore mobilisé aujourd'hui, notamment sur l'amoxicilline entre différentes formes. Je pense aussi aux corticoïdes où en effet nous avons émis une recommandation avec l'ensemble des acteurs sur l'interchangeabilité entre la prednisone et la prednisolone, c'est-à-dire que s'il y a une prescription de prednisone et que le pharmacien n'a pas à disposition cette spécialité, il peut utiliser, cela a été vu avec les prescripteurs et avec les pharmaciens, de la prednisolone, donc ce qui permet en effet de faciliter évidemment ces alternatives. De manière en effet globale. Sur le sujet donc, du bon usage, en effet, un enjeu majeur, très clairement, sur la régulation en effet des volumes de prescription, d'utilisation, et on le voit bien dans les échanges qu'on a au quotidien avec les professionnels de santé et les patients, il faut que chacun soit convaincu, que le patient soit convaincu, que le médecin soit convaincu et que le pharmacien aussi. Et c'est tout le travail en effet de collaboration, de coordination, et
a été évoqué en effet l'article 51 en effet sur la conciliation médicamenteuse. On le voit bien, c'est bien en travaillant avec l'ensemble des acteurs, en coordonnant en effet. Cela prend du temps en effet, et évidemment cela peut être coûteux également, mais qu'il pourra y avoir des évolutions, notamment sur le bon usage du médicament. Sur un certain nombre de questions ont aussi été posées sur le sujet de la déontologie et des règles déontologiques qui sont appliquées à la NSM. Je vais être très très claire sur le sujet. Au niveau de la déontologie, et depuis 2011, avec un changement majeur dans le cadre de la loi de 2011 sur le Mediator, où j'ai eu en effet l'honneur de pouvoir, l'écrire étant au cabinet santé à cette période. La déontologie, en effet, est l'axe cardinal depuis lors à la NSM. Et en termes de déontologie, toute nomination, toute présence d'un expert, que ce soit dans une réunion de nos instances de gouvernance, que ce soit lors d'échanges que nous avons avec l'ensemble des parties prenantes sur n'importe quel sujet, que ce soit un sujet de pénurie, que ce soit un sujet de restriction d'indication ou d'effets indésirables, chaque expert externe, par définition, soumet une déclaration publique d'intérêt et est analysé par le service de déontologie de la NSM, avec évidemment une analyse des risques, des liens d'intérêt, des risques de liens ou des conflits. Nombre de sollicitations, en effet, nombre d'experts ne sont pas retenus eu égard à aux critères déontologiques, en effet, qui ne permettent pas de pouvoir être membre soit d'une instance, soit d'un groupe de réflexion. Nous avons évidemment chaque année un rapport de notre déontologue qui est disponible sur le site internet de la NSM. Il y a des contrôles qui sont réalisés, en effet, des audits qui sont réalisés par notre service de déontologie, des audits inopinés dans l'ensemble des directions pour regarder en effet la conformité. Le taux de conformité est de 98% sur l'ensemble des analyses qui ont été réalisées, et les 2% en effet en écart sont la réalisation en effet de l'analyse et la non-transmission de la fiche auprès en effet du service de déontologie, et aucune situation de conflit d'intérêts qui mettrait évidemment à mal de manière extrêmement importante les analyses rendues par la NSM, les avis et les décisions, n'a été mis en évidence. C'est un point qui est majeur. La déontologie s'applique évidemment à l'ensemble des agents de la NSM, à l'entrée, mais également à la sortie, évidemment, des agents, puisqu'il y a un certain nombre de réserves, évidemment, qui sont émises si des agents de la NSM souhaitent évoluer dans un écosystème qui est contrôlé par la NSM. Évidemment, dans ces cas-là, la situation n'est pas possible. Donc ça, c'est un point, évidemment, extrêmement important. Sur le sujet également notamment de la vaccination et comment en effet améliorer la situation et comment améliorer la confiance. Un point majeur consiste, je pense, à ce qu'il y ait une transparence totale. C'est ce qui a été mis en place notamment avec la vaccination Covid, que l'on a aussi avec la vaccination HPV, avec une analyse en temps réel de l'ensemble des données de transmission, notamment donc d'effets indésirables, donc de pharmacovigilance. Et donc ça, c'est une première jambe. Et la deuxième jambe, avec les études de pharmacoépidémiologie, dont je vous ai parlé notamment sur Androcure, mais qui sont mobilisées aussi sur la vaccination, pour à la fois avoir le côté sécurité, mais aussi le côté efficacité. Et tout est transparent, tout est mis en ligne sur notre site Internet, avec des synthèses, en effet. Si je prends l'exemple de la vaccination Covid, au début, et pendant de nombreuses semaines, des communications hebdomadaires sur l'ensemble des effets reçus, la typologie des effets reçus, l'analyse, en effet, de ces effets. Nous faisons de la même façon pour la vaccination HPV, pour que, en effet, l'ensemble des éléments soient transparents. Et une autre question aussi concernant la pharmacovigilance et le nombre de déclarations d'effets indésirables qui augmente. Par définition, un médicament, je l'ai dit, c'est un rapport entre des bénéfices et des risques. Il n'y a jamais de risque zéro sur un médicament. Sinon, c'est un placebo. Très clairement. Donc, on est toujours sur un rapport entre les bénéfices et les risques en fonction de la situation clinique. Et ce rapport va être différemment appréhendé si vous êtes face à une pathologie bénigne ou si vous êtes face à une pathologie extrêmement grave. On va accepter un quantum de risque beaucoup plus important
par exemple sur un anticancéreux, où on sait que l'efficacité, évidemment, est très importante au prix, certes, de risques importants. Par contre, si vous êtes sur, évidemment, un symptôme bénin, et ça me permettra de faire la transition avec les vasoconstricteurs, évidemment, on n'appréhende pas du tout de la même façon le risque et le rapport bénéfice-risque. Et donc, le fait qu'il y ait des effets indésirables, en effet, qui soient en augmentation, c'est aussi un signe de l'appropriation par l'ensemble, et notamment des patients, de la capacité de déclarer en effet ces effets indésirables qui sont indispensables pour l'agence pour évaluer en vie réelle l'ensemble de ces médicaments. Les médicaments ont un certain nombre de données au départ, en effet, avec les essais cliniques, avec l'autorisation de mise sur le marché, et ensuite ils sont utilisés en vie réelle. Et ils peuvent avoir un comportement qui est différent. Les volontaires, les patients, en effet, qui entrent dans un essai clinique, ils sont représentatifs de la pathologie, mais forcément, c'est un nombre fini et avec des patients qui sont sélectionnés. Quand vous êtes ensuite dans la vraie vie, vous avez forcément une réalité, en effet, du médicament qui est différente et qui doit être surveillée au quotidien, et notamment par la NSM. Je reviens sur le sujet des vasoconstricteurs et notamment de l'articulation avec l'Agence européenne du médicament. Je l'ai dit, beaucoup de choses se passent aujourd'hui au niveau européen, notamment les médicaments innovants. Seule l'autorisation de mise sur le marché est uniquement au niveau centralisé, à l'Agence européenne du médicament, pour tout ce qui est médicaments innovants. Je l'ai dit dans mes propos liminaires, l'agence, l'IMN, n'a pas de force d'expertise. C'est une structure de coordination qui s'appuie sur les expertises de l'ensemble des États, notamment de la NSM, mais aussi de mes 26 autres collègues, des 26 autres agences. Nous sommes très présents, nous sommes dans le trio de tête en tant que rapporteurs, notamment sur la cancérologie, l'hématologie, l'immunologie, l'anti-infectieux et également les maladies rares. Et donc, le fait d'être rapporteur permet d'imprimer sa ligne, en effet, au niveau européen, et c'est indispensable, en effet, à la fois pour autoriser et ensuite sécuriser. Sur le sujet, en effet, de différence, on va dire, de perception, les vasoconstricteurs sont en effet un bon exemple. Vous l'avez dit, en effet, nous avons publié une recommandation avec les médecins, avec les pharmaciens, recommandant de ne pas utiliser ces vasoconstricteurs oraux. Pourquoi ? Le bénéfice, le médicament est efficace, il vasoconstricte, en effet, et quand on a un nez bouché, c'est extrêmement désagréable, ça, en effet, et c'est efficace, ça vasoconstricte. Le problème, c'est que ça vasoconstricte ailleurs, avec certes des cas très rares, mais très graves, d'infarctus du myocarde, d'AVC, et donc risquer un AVC pour un nez bouché, je ne suis pas sûre, dans l'appréciation en effet du bénéfice-risque, que cela en vaille la peine. C'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau national, fait cette recommandation avec les médecins et avec les pharmaciens. Ce sont des produits qui sont utilisés au niveau européen et c'est la raison pour laquelle il y a la nécessité d'avoir un avis européen pour prendre une décision de suspension définitive de ces médicaments. L'Europe ne nous suit pas. L'Europe est plus limité, on va le dire, et indique en effet, rajoute des effets indésirables et des contre-indications. Ce médicament, donc les vasoconstricteurs, a 18 contre-indications. C'est énorme uniquement pour soulager un nez bouché. Si je prends l'exemple des antivitamines K, vous savez, ces médicaments en effet qui sont particulièrement importants mais difficiles à manier, eux n'en ont que 11 de contre-indications. Donc nous ne sommes pas en accord avec l'Agence européenne du médicament. Donc les AMM vont perdurer, en effet, c'est peut-être perturbant, mais vont perdurer en effet, puisque l'avis, alors il y a encore d'autres comités européens qui doivent se positionner, mais probablement cela va être maintenu. Mais pour autant, au niveau national, on considère en effet que nous devons sécuriser le comportement en effet des patients au niveau national, et c'est la raison pour laquelle, à la fois médecins, pharmaciens et autorités sanitaires, l'ANSM, nous recommandons de ne pas les utiliser. Bien, merci beaucoup, Madame Ratignier-Carbonnet. Non, non, le débat est terminé, Monsieur Ruffin. Non, 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 c'est vraiment terminé. Merci. S'il vous plaît, le débat est terminé et nous allons passer maintenant au vote. Je rappelle que Madame Ratignier-Carbonnet est attendue au Sénat. Toutes mes excuses, en effet, et je n'ai aucune difficulté.
Oui, aucune difficulté évidemment à répondre à cette question. Sur le sujet du lévothyrox, en effet, et la réaction de l'ANSM. Très clairement, lorsqu'il y a eu l'arrivée de la nouvelle formule, en effet, et les premières déclarations d'effets indésirables qui ont été notifiées, nous avons réuni, et je l'ai toujours dit très clairement, la nouvelle formule, en effet, du lévothyrox, de manière pharmacologique, est une nouvelle formule qui est plus stable que l'ancienne formule. Force est de constater, et je l'ai déjà dit publiquement, que cette transition n'a pas été réalisée de manière adéquate pour les patients, avec un nombre d'effets indésirables, et j'ai toujours reconnu les effets indésirables nombreux qui ont été notifiés, importants, et avec la nécessité, en effet, de pouvoir accompagner. Dès qu'il y a eu, en effet, la déclaration d'un certain nombre d'effets indésirables, les remontées, des échanges avaient déjà eu lieu lors de la mise en place, en effet, de cette nouvelle formule avec l'ensemble des acteurs, les patients et les professionnels de santé, avec la mobilisation d'informations, mais force est de constater que ça n'a pas marché. Très clairement, un certain nombre de patientes, en effet, n'avaient pas cette information. On le sait, ce sont des molécules à marge thérapeutique étroite. C'est une pathologie qui est complexe. L'hypothyroïdie est une pathologie complexe et qui nécessite un accompagnement. Un certain nombre de choses ont été mises en place avec une ouverture à d'autres médicaments. Je vous rappelle qu'en effet, ce produit était en monopole. Aujourd'hui, il y a plusieurs spécialités, mais très clairement, en effet, la façon de faire, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons évolué en effet, notamment en termes d'organisation avec le centre d'appui aux alertes sanitaires qui est auprès de moi, auprès de la direction générale. Nous avons tiré aussi les enseignements en effet de cette difficulté qu'il y a eu d'accès à l'information et d'accompagnement d'un produit donc vers un autre produit en effet lorsque cela concerne des millions de personnes et lorsqu'on est en situation de monopole. Bien, nous en avons donc terminé avec nos échanges. Je vous invite à nous quitter pour que nous puissions procéder maintenant au vote. Nos agents vont vous raccompagner. Et je vais maintenant inviter nos collègues à se prononcer par le vote. Vous avez donc votre bulletin qui vous a été distribué. Voilà. Et un appel nominal pour vous inviter à venir voter à l'urne. Allez, on commence par la fin de l'ordre alphabétique.